Nous sommes là, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, chaque dimanche à cette messe dominicale. Aujourd'hui, je reçois un jeune cadre, si je peux me le permettre, une jeunesse, une intelligence de mon pays, parce que Info 7 vous permet aussi de découvrir les jeunes, parce que Info 7 est une émission qui permet aux intelligences de mon pays de donner leur avis sur les temps forts de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois Constant Mutamba, qui est président du NOGEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Bonjour, monsieur Constant Mutamba. Bonjour, Madame Paulette. Il y a un mot qui fait titre quand je vois Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, parce que ces derniers temps, c'est le mot émergence qui fait rage en République démocratique du Congo. Quand vous parlez de l'émergence, comment vous la voyez-vous, cette émergence-là? C'est un slogan ou c'est comment vous faites pour que nous y arrivons à cette émergence? Vous savez, Madame, il est important pour moi de pouvoir vous remercier Je vous en prie. de cette invitation à moi à Boulé, du haut de ce fameux plateau de Info 7, et particulièrement remercier le président Chabani Rekor pour tous les soutiens qu'il n'a jamais cessé d'apporter à la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Et donc la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC en sigle, est une plateforme qui regroupe autant d'organisations des jeunes, des partis politiques, des personnalités indépendantes, disséminées à travers non seulement la République, mais aussi et surtout le monde, notamment dans le milieu des Congolais de la diaspora. Et donc, nous concevons, nous, l'émergence comme étant une phase qui consiste à quitter, voyez-vous, de bas vers le haut. C'est ce que nous considérons comme émergence. Et pour la République démocratique du Congo, nous estimons qu'il est plus qu'un impératif de pouvoir lui donner une nouvelle couleur, de pouvoir lui donner une nouvelle figure. Et pour ça, nous déployons dans tous les fronts. Vous voyez, nous estimons que des fronts prioritaires sont notamment les respects des textes républicains. Donc pour arriver à l'émergence, nous devons commencer par rassurer les investisseurs en respectant nos textes républicains, en commençant par la loi fondamentale qui est notre Constitution 18 février 2006. Mais Constant Mutamba, le respect de la Constitution ne veut pas dire ne pas la changer quand même. Parce que c'est vrai que vous vous arc-boutez sur ce respect-là comme si c'est quelque chose de figé. Pourtant, la vie est dynamique, les réalités sont changeables, permettez l'expression. Donc pourquoi vous ne voulez pas que l'on touche à cette Constitution quand même? Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec les grands constitutionnalistes rouvillois qui disaient en son temps que la Constitution n'est pas une tente dressée pour le sommeil. Cependant, vous savez que pour pouvoir investir dans un État, un investisseur, un opérateur privé, vous savez, il a besoin d'une certaine stabilité parce que l'investissement qu'il est appelé voyez, à créer au sein d'un État est appelé à se pérenniser dans le temps. Et voilà, par exemple, dans le domaine minier, pour qu'un investisseur minier récolte les fruits de son investissement, il doit attendre soit 10 ou 15 ans. Et donc, si nous devons assister à des changements intempestifs des textes, des règles qui régent la République, ça va de soi que ça préjudiciera ces investisseurs, ça créera une espèce de climat d'insécurité pour eux. Par voie des conséquences, ils ne sauront nullement apporter leurs investissements en République. Et donc nous disons que tout doit commencer par les respects des règles républicaines, les respects des textes républicains. Cela ne veut pas dire qu'on ne voudrait pas, par exemple, du changement de la Constitution. Non, le peuple est souverain et peut changer sa Constitution autant que possible. Cependant, il y a un minimum de temps requis pour pouvoir... À peu près combien? Quel est ce minimum de temps requis? Logiquement, vous savez, logiquement, le changement de la Constitution part simplement de certains impératifs tels que le fait politique majeur dans une République. Il faut qu'il y ait un fait politique majeur qui puisse présider ou exiger, voyez-vous, le passage d'une Constitution à une autre. Voyez. Et ce fait politique majeur ne se décrète pas, madame. Ça se constate par le peuple congolais, par les acteurs
politique représentant des forces vives de la nation. C'est eux, madame, qui, naturellement, sur la base d'un consensus, peuvent dire que, bon, voilà, nous sommes visiblement devant un fait politique majeur qui nécessite impérativement un changement. C'est le cas de l'indépendance, c'est le cas d'un coup d'État, le cas d'une révolution, que sais-je encore. Sommes-nous dans ce cas, dans le cas de figure en République démocratique du Congo en ce moment? Nous dirions non. Et donc, nous pensons qu'il est un impératif pour les gouvernants et gouvernés de se soumettre strictement aux règles des jeux qui régissent la République. Nous entrons maintenant de plein pied, mesdames et messieurs, dans la rétrospective proprement dite. Donc, nous allons commencer par le dossier Katumbi. Comme vous le savez, Moïse Katumbi est dans toutes les chaînes, que ce soit nationales ou étrangères. C'est lui qui fait l'actualité ces derniers temps. Et bien, le premier condensé est consacré à Moïse Katumbi. Nous allons suivre le point de presse du G7. Nous allons suivre la réaction de Franck Dongo, la désignation de Moïse Katumbi comme candidat à la présidence de la République. Et nous allons clôturer par un papier de la rédaction qui parle de l'intimidation que subit Moïse Katumbi. Suivons. D'entrée des jeux, le G7 s'est dit satisfait de la réponse positive de Moïse Katumbi pour briguer la magistrature suprême. Il salue son courage politique et lui réitère son engagement. Le G7 exprime toute sa satisfaction quant à l'acceptation de sa sollicitation par M. Moïse Katumbi et le félicite pour son courage politique. Le G7 réitère sa confiance en M. Moïse Katumbi. Face aux accusations contre Moïse Katumbi de recruter de mercenaires, ici le G7 dénonce des manœuvres orchestrées par le pouvoir pour faire obstruction à la participation de Katumbi aux prochaines élections. La déclaration grave faite par le ministre de la Justice hier, mercredi 4 mai 2016, accusant M. Moïse Katumbi Chapwe d'avoir recruté des mercenaires américains et sud-africains, et ce, sans la moindre réserve que commande la règle fondamentale de la présomption d'innocence, confirme les craintes du G7 et l'existence d'un complot réel du pouvoir contre les candidats du G7 à la présidence de la République. Ainsi, le G7 exige l'ouverture d'une enquête judiciaire avec une expertise internationale. Le G7 exige une enquête neutre et impartiale associant l'expertise internationale et la MONUSCO, en particulier pour établir la vérité sur le prétendu recrutement des mercenaires par M. Moïse Katumbi. Entre-temps, le G7 crie déjà à une fausse affaire qui ne vise que l'arrestation et la détention de son pion à la prochaine présidentielle, une machination qu'il qualifie d'intimidation. Je ne suis pas surpris parce que le jour, les 24 déjà, le 24 avril, lors des fêtes de l'anniversaire de la démocratie, vous avez vu, le jour où M. Katumbi devrait tenir un meeting populaire, on a arrêté les gardes du corps, on a arrêté les passants, on a arrêté ses chauffeurs et on les a transférés à Kinshasa au lieu qu'on les juge auprès de leurs juges naturels parce qu'il se pose un problème de compétence de la circonscription. La compétence est territoriale, de sorte qu'on arrête quelqu'un à Lubumbashi, il devait être jugé à Lubumbashi. On les a transférés ici. Ça vous démontre à suffisance les caractères planifiés et organisés d'une action politique en instrumentalisant la justice. Plusieurs états-majors de partis membres de la plateforme Alternance pour la République avaient pris d'assaut la foire internationale de Kinshasa. La plupart vêtus des t-shirts à l'effigie de Moïse Katumbi Chapwe. En effet, ce jour est révélateur des options prises par 16 partis politiques de l'opposition. Il dit soutenir la candidature du charismatique président du tout-puissant Mazembe à la tête du pays. Pourquoi ces choix?
Délice Sanga, coordonnateur de l'Alternance pour la République, répond. Si nous n'évoquons pas la candidature commune dès à présent, c'est faire le jeu de la majorité. C'est pourquoi nous sommes là, ici réunis dans l'Alternance pour la République, pour vous présenter une candidature commune qui va vous permettre, autour d'elle, d'avoir un programme commun de gouvernement afin qu'aux prochaines échéances, nous soyons en mesure de battre le pouvoir. Ici, à la Fikine, de milliers de partisans ont applaudi la décision de cette nouvelle plateforme. Tous scandaient le nom de Moïse Katumbi. Le très populaire homme d'affaires congolais a été aussi désigné candidat président du G7 il y a de cela quelques mois. Tout est parti de la conférence de presse animée à Kinshasa par le ministre de la Justice. Alexis Tambwe Mwamba était porteur d'une révélation sur Moïse Katumbi avec des accusations contre lui faisant état d'un recrutement de plusieurs mercenaires au Katanga. Dans les lots, Alexis Tambwe Mwamba cite les Américains et Sud-Africains et instruit le PGR d'ouvrir un dossier judiciaire. Au Katanga, la nouvelle a apparu aux yeux de Moïse Katumbi comme des fausses allégations et l'ex-gouverneur n'a pas hésité de se faire passer pour victime d'intimidation de la part du pouvoir. Ce au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Il va tout de suite à son tour accuser le pouvoir d'envoyer des forces de sécurité à son domicile, ce avant de solliciter la protection de la MONUSCO. Information balayée par le porte-parole du gouvernement qui n'a pas reconnu la présence policière autour de la résidence de Katumbi à qui le parquet n'a adressé aucune invitation. De son côté, l'ambassade américaine à Kinshasa s'est dit profondément préoccupée par les accusations du ministre de la Justice. Elle qualifie les propos d'Alexis Tambwe Mwamba de fausses allégations et nie toute implication d'un citoyen américain en détention dans des activités mercenaires. Qui dit vrai dans cette affaire? Voilà une question qui démontre toute l'importance d'une enquête que les uns contre les autres voudraient neutre, impartial, mais surtout avec une expertise internationale. Constant Moutamba, vous avez suivi avec moi le condensé consacré à Moïse Katumbi. Est-ce pour vous, Moïse Katumbi est-il aujourd'hui victime? Est-ce qu'il se victimise ou est-il victime aujourd'hui? Vous savez, madame, de plus en plus, je commence à redouter que le Moïse Katumbi ne soit le potentiel dauphin tant attendu par la majorité présidentielle. Comment vous le savez? Comment vous... Simplement parce que les faits tels que nous les vivons aujourd'hui autour de la personne de Moïse Katumbi prouvent à suffisance que en bas campagne, on fait sa propagande par la majorité présidentielle. Comment ça? D'autant plus qu'il est inadmissible, madame, que toute l'actualité du pays soit tournée autour d'un individu. Et c'est Moïse Katumbi Tchapoué. On oublie les massacres de Béni. On oublie le massacre de Béni, on oublie le massacre qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas de courant. En province orientale, on oublie en effet qui a flambé de prix, on oublie que la monnaie nationale est en perte de vitesse, en dépréciation criante, on oublie qu'à Kinshasa, la population n'a pas de pain, n'a pas de route par où passer, on oublie que les chômages bas sont pleins, on oublie que les universités sont en déliquescence, donc on oublie les questions majeures, les questions essentielles qui touchent au vécu quotidien du citoyen congolais pour s'intéresser à la question de Moïse Katumbi. Je reviens rapidement sur le soi-disant mandat de comparution lancé contre lui. C'est vrai que normalement, il doit comparaître demain. Demain, mais vous savez lundi. Que moi, lorsque j'ai lu ce mandat, d'abord j'ai remarqué, j'ai noté avec
insatisfaction que le procureur de la République avait commis l'erreur. Quelle erreur? L'erreur du fait pour lui d'avoir mentionné sur cette paperasse l'honorable Katumbi Tchapwe Moïse, alors qu'en réalité il devrait l'identifier sous messieurs oui, on doit les petits détails. C'est très important. Très important parce les petits détails. Lorsqu'il les désigne comme étant honorables, est-il député provincial ou national? Et donc il nous renvoie dans... Normalement, il a été élu comme député provincial avant d'être gouverneur du Katanga à l'époque. Est-ce qu'il garde encore... Non, il n'a pas mandat, il n'a plus mandat. mandat de député. Voilà, il avait été remplacé tout de suite par son premier suppléant. Rappelez-vous, il avait aussi été élu député national à la première législature. C'est pour autant vous dire que, bon, dans le cas d'espèce, l'on serait alors tenté, puisque on le désigne comme étant honorable, et nous savons que dans notre pays, les honorables sont soit députés nationaux, soit sénateurs. Et il y a une juridiction spéciale pour les députés, normalement. D'une certaine, voilà, d'abord immunité, et puis certains privilèges des juridictions, voyez-vous. Mais aujourd'hui, M. Moïse Katumbi n'est plus gouverneur, n'est plus député, donc ce n'est qu'un simple citoyen. Nous aurions souhaité que sur le mandat de comparution soit mentionné messieurs Moïse Katumbi plutôt que honorable Moïse Katumbi. C'est une erreur monumentale que peut aussi exciper les avocats. Il doit se présenter lui-même ce lundi. Oui, nécessairement, il devrait se présenter. Mais moi, si j'étais son avocat, je le déconseillerais de se présenter pour autant, bien sûr, le qualificatif honorable en réalité ne lui est pas destiné. Et bon, par rapport à la compétence territoriale, c'est vrai que nous avons suivi Franck Diongo. Il a dit qu'on a transféré beaucoup de ses proches ici à Kinshasa et pourtant ils sont à Lubumbashi. Et donc c'est une affaire de compétence territoriale. Vous êtes juriste, donc comme ils sont à Lubumbashi, les faits se sont déroulés à Lubumbashi. Ils devaient être normalement jugés à Lubumbashi, c'est ça? D'abord, il faut relever que jusqu'ici, ils ne sont pas encore jugés, voyez-vous. Et les faits pour même comparaître devait être comparaître à Lubumbashi. Naturellement. Vous savez, sur la base du principe de la territorialité qui régente en réalité le droit pénal dans notre pays, il devrait en principe comparaître déféré ou entendu devant l'officier du ministère public de Lubumbashi, mais il faut noter que ça n'empêche pas non plus ça n'empêche pas au ministère public, voyez-vous, qui n'est pas en réalité amovible, si je peux ainsi dire, qui n'est pas statique. Le ministère public peut changer et donc il n'est pas interdit du tout que l'on les transfère à Kinshasa, pour des raisons d'enquête, parce qu'il faut reconnaître qu'il peut arriver pour le ministère public de mettre la main sur quelqu'un, de l'arrêter pour raison d'enquête, voyez-vous. Tout simplement. Et donc ça ne pose pas de problème, mais ce qui blesse, c'est le fait, madame, que l'on soit en face du bouticage judiciaire. Pour moi, je considère cela comme étant une procédure de pacotille, une parodie de mais quand justice. même, c'est le ministre de la Justice qui s'est adressé à la presse, preuve à l'appui, qu'il y a des mercenaires en République démocratique du Congo, il y a des Américains, il y a des Sud-Africains, preuve à l'appui. Je ne pense pas. Je ne pense pas, et je ne m'inscris du tout pas en vrai sur les propos de Monsieur le ministre Ntambo Mwamba, pour autant que bien sûr, ils ont été tout de suite battus en brèche par la déclaration de l'ambassade des États-Unis. C'est tout à fait normal, les Américains protègent les leurs, ils le font partout dans le monde, ils sont forts, ils protègent les leurs. Vous êtes assez brillante, vous êtes assez curieuse, vous êtes assez informée, mieux informée que moi, et vous aviez suivi sur Radio Kapi la déclaration de Monseigneur de Puerto qui visiblement a qualifié les faits pour lesquels Katumbi et ses proches sont reprochés des allégations mensongères. Ce n'est pas moi, c'est cet évêque-là. Doit-on dire que l'évêque a menti alors que l'on le poursuive lui aussi? Il a dit clairement... On ne comprend pas cet acharnement contre Moïse Katumbi. Tout ça, c'est simplement pour mettre Moïse Katumbi hors circuit parce qu'il est candidat à la présidence. Il y a des politiques qui le soutiennent. On a vu Délice Sanga, on a vu Franck Diongo, on a vu Ador Bombolé. Tout ça, c'est parce que Moïse Katumbi fait peur, c'est ça? On a arrêté, on nous a fait savoir qu'il y avait plus ou moins 400 mercenaires que Moïse Katumbi ferait entrer en République démocratique du Congo. Où sont-ils?
Mais c'est peut-être après ces enquêtes qu'on le trouvera. Si on arrête les proches, ils pourront peut-être nous dire où ils se cachent, où ils sont. Les a-t-on. Et comment sont-ils entrés en République démocratique du Congo, madame? Près de 400 mercenaires. Constant Moutamba ne fait pas la politique de l'Autriche. Vous connaissez comment nos frontières sont poreuses. Ils peuvent entrer n'importe où en République démocratique du Congo. Cela nous pousse, nous, nouvelle génération du Congo, à considérer alors que les services de renseignement en RDC posent problème et qu'il y a lieu pour le gouvernement de pouvoir refaire un état des lieux sur sa politique au niveau du renseignement, mais aussi et surtout de la migration. Comment vous allez, vous, gouvernement, arguer aussi aisément et librement qu'il y a près des 400 mercenaires qui sont entrés en République démocratique du Congo. Mais madame... Armes à l'appui, ils ont des armes aussi. Mais où sont ces armes, madame? Ils sont en train de perquisitionner, comme vous et nous suivons les infos, ils perquisitionnent la ferme de Katumbi, ils ont perquisitionné... je ne sais pas si c'est de la maison, ils perquisitionnent même chez ses proches, peut-être qu'on trouvera des caches d'armes d'ici là. Hier, Moïse Katumbi était les chouchous de la majorité présidentielle parce que précisément il leur permettait de pouvoir empiler, de pouvoir maximiser les sièges au niveau de l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale et consorts. Mais aujourd'hui il devient un ennemi à abattre à tout prix. C'est pour cela que nous osons croire que, enfin, c'est Moïse Katumbi qui était le dauphin tant entendu et écrit même par Katumba Mwanké dans le feu Katumba Mwanké dans Ma Vérité. Nous considérons que, madame, c'est des allégations purement mensongères, politiciennes, qui nécessitent, en tout cas à notre humble avis, que le gouvernement puisse revenir très rapidement et éviter de bain de sang. Demain déjà, il y a de fortes mobilisations autour de Moïse Katumbi pour l'accompagner devant le procureur. Et vous savez qu'en droit, il y a la question de l'opportunité de poursuite, et surtout lorsqu'il est question de faire face à un accusé qui a une certaine autorité publique. Et très souvent, il arrive que mais Moïse Katumbi n'est pas au-dessus de la loi, Constant Moutamba. Il est un citoyen ordinaire. Si on le convoque ou on l'appelle, il doit s'y rendre. Naturellement, madame. C'est comme... Non, madame, en droit, il est important de rappeler, l'infraction peut bien exister, mais que l'on ne saurait poursuivre immédiatement, voyez-vous, pour raison d'opportunité liée à la sûreté publique. Par exemple, demain, il est naturel. Il y aura la police pour sécuriser, il y aura la police pour éparpiller les gens. Est-ce qu'on saura maîtriser la foule qui va accompagner Moïse Katumbi, sachant bien que Lubumbashi, c'est son bastion naturel, madame. Le procès ne sera plus équitable. Moïse Katumbi ne sera pas entendu équitablement demain. Même le procureur qui va l'auditionner, en effet, sera dans des circonstances telles qu'il sera moralement menacé par la clameur publique. Nous sommes face à... On peut l'amener à Kinshasa. Pourquoi pas à Kinshasa? On peut l'amener à Kinshasa. Moïse Katumbi devient... Mais je sais... Même à l'Équateur, même à Kisangani, partout en RDC. G7 a son bastion ici à Kinshasa, l'Alliance pour la République aussi ici à Kinshasa. Donc aujourd'hui, le président Moïse Katumbi est devenu quasiment, voyez-vous, une notoriété publique nationale et internationale telle que ces genres de colibés, ces genres de théâtralisation de la vie politique à laquelle nous assistons aujourd'hui ne devraient pas avoir lieu. Nous sommes totalement déçus, mais nous pensons que Moïse Katumbi n'a pas brûlé ses cartes un peu trop vite. C'est vrai que selon les calendriers de la CENI, c'est pas très possible qu'on organise les élections en 2016, mais lui s'est déjà porté candidat pour la présidentielle. Est-ce qu'il n'a pas brûlé ses cartes trop vite? Et puis il y a une certaine opinion, en tout cas, qui disent que non, tous ces politiques qui se réunissent autour de lui, ce n'est que pour son argent. Ils veulent le sucer un peu parce que, qu'on le veuille ou pas, Moïse Katumbi a de l'argent et tout le monde s'agglutine autour de lui pour le pomper un peu, permettez l'expression, mais on ne l'aime pas forcément. Donc on se demande, est-ce que tiendra-t-il le coup jusqu'au
aux prochaines élections. Vous savez, on ne sait madame, pas quand ça se tiendra. Je dois rappeler que je ne suis pas porte-parole de Moïse Katumbi, donc je suis très mal à l'aise de pouvoir continuer à pérorer autour de sa personnalité, mais il est important de répondre à votre question en ce terme. Moïse Katumbi, nous avons vu ce qu'il a fait à Lubumbashi, dans le Katanga, nous avons vu ce qu'il a fait des tout-puissants Mazembe, une fierté nationale aujourd'hui, nous l'avons vu à l'œuvre. Cela fera de lui un bon président aussi. Dans toutes les provinces, nous l'avons vu à l'œuvre. Nous pensons en effet que, bon, il est de son droit de pouvoir se présenter en tant que citoyen congolais, donc à la magistrature suprême, mais aussi il est important de rappeler que ceux qui le soutiennent sont aussi libres de pouvoir lui apporter leur soutien. Quitte à ergoter autour de son argent, ben écoutez, je ne pense pas que des personnalités aussi grandes que celles que j'ai vues, notamment l'honorable Sessanga, notamment les Adam Bombolé, les Franck Diongo, puis suivre Moïse Katumbi pour besoin d'argent. Si ça n'était que pour ça, je considère qu'il serait avec le pouvoir aujourd'hui. Ce deuxième chapitre, mesdames et messieurs, est consacré aux réactions. Et bien, nous avons la réaction de Lambert Mende par rapport à l'arrestation de la deuxième personnalité des FDLR et la réaction d'un juriste par rapport à la définition du mot mercenaire. Dans une définition générique, on entend par mot mercenaire, c'est toute personne indépendante qui offre son service en contrepartie des salaires. Mais par rapport maintenant aux combattants armés, il faut que ces combattants armés soient indépendants, qui ne soient pas d'une armée régulière. Parce que lorsque quelqu'un qui dépend d'une armée régulière, on l'appellera soldat allié. Mais ici, lorsqu'il s'agit d'un mercenaire, il doit être un combattant indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une milice ou quelqu'un qui a été démobilisé ou quelqu'un qui est bon combattant qui sait exercer les armes de guerre et qui est recruté par un gouvernement étranger, soit par un individu, afin d'accomplir une mission ou de lui servir dans les conflits armés. Mais dans notre pays, on a connu la première histoire de mercenaires, c'est avec lorsqu'il y a eu l'État indépendant du Katanga, avec le feu Moïse Tshombe pour la sécession katangaise. Et après, les mêmes mercenaires viendront pour mettre fin contre la rébellion de 1964. Et deuxième série de mercenaires, nous l'avons vu lorsque la FDL avancée. La loi interdit, c'est seul l'État qui protège les citoyens et leurs biens. Et c'est la police qui a cette mission principale de protéger les personnes et de leurs biens. Pour le cas de Moïse Katumbi, on se réserve de tout commentaire. On laisse seule la justice de nous éclairer. Oui, nos forces de sécurité ont pu capturer par un heureux concours de circonstances celui qui est considéré comme le numéro 2 des FDLR FOCA, M. Léonard Mujambere, qui est l'adjoint de Mouda Chumura, le chef militaire des FDLR, qui continue à opposer une résistance armée à ce désarmement volontaire que la République démocratique du Congo a proposé à ce groupe armé, désarmement qui devait précéder leur retour dans leur pays d'origine. Et donc il a été pris au port de Goma lorsqu'il essayait de prendre le bateau après un banal contrôle de police. Il a été amené à Kinshasa pour une confirmation de son identité, chose qui est faite par les services compétents des renseignements militaires, et un débriefing qui est en cours maintenant pour savoir exactement ce qu'il venait faire, quels sont les réseaux qui continuent à alimenter cette résistance au désarmement volontaire, et ensuite il y aura des suites judiciaires, parce que leur place n'est plus au Congo, mais puisqu'il s'agit de criminels qui sont recherchés, nous devons décider par notre justice si c'est devant la justice civile ou devant de leur pays
ou devant la justice internationale qu'il va falloir les envoyer. Je peux démentir de la manière la plus formelle que la MONUSCO ait été associée à la capture de ce monsieur Moudjambéré, parce que c'est un contrôle de police normal. La MONUSCO n'est pas attitrée à faire des contrôles de police dans les lieux publics en République démocratique du Congo. Constant Moutamba, nous avons suivi la réaction du juriste par rapport au mot mercenaire. Est-ce que ceux qui se trouvent autour de Moïse Katumbi sont-ils réellement mercenaires? Mais vous savez... Ou c'est simplement des gardes du corps? On ne comprend pas très bien. Non, moi je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur cette question, que je considère non point comme judiciaire, mais plutôt politique. Et à des questions politiques, des solutions aussi politiques. À des questions judiciaires, des solutions judiciaires. Mais dans ces pays, il y a quand même bien eu des mercenaires, l'histoire nous l'apprend. Ben oui, il y a eu des mercenaires dans ce pays. Naturellement, mais est-ce qu'il y a lieu ici de considérer ce qui se passe jusqu'ici et contre Moïse Katumbi comme étant du mercenariat au sens juridique du terme? Je pense non. Je pense non. En tout cas, au dire de l'ambassade des États-Unis, au dire de l'évêque, voyez-vous, de Puerto, je considère cela comme étant fallacieux. Et je continue à persister et signer que Moïse Katumbi serait en tout cas le dauphin du président Kabila. Parce qu'il est inadmissible de considérer et constater la manière dont la majorité présidentielle fait sa propagande. C'est AMP qui fait la propagande de Moïse Katumbi. Est-ce que ce monsieur n'a pas été envoyé dans l'opposition pour faire diversion? Puisque considérons que s'il devait se présenter à l'élection présidentielle comme étant dauphin de Kabila, il avait moins de chance. Il aurait moins de chance. Et je crois qu'on n'a pas fait autant. Rappelez-vous de l'époque des Tshisekedi, Mobutu. C'est Mobutu qui a fait de Tshisekedi icône nationale, internationale, par ces types de comportements, arrestations. Non, vous faites ce parallélisme, Mobutu, Tshisekedi, Kabila, Katumbi. En effet, c'est la même chose. On est en train de revivre le passé, revivre l'histoire. Et comme vous le savez, la roue avait déjà été inventée en son temps, l'histoire ne fait que se répéter. Malheureusement, nous sommes face à cela. Et donc, quitte à continuer à disserter autour de la question du mercenariat pour lequel Moïse Katumbi serait aujourd'hui poursuivi par la justice, je le considère comme étant une mauvaise stratégie pour la majorité présidentielle. Et donc si Moïse Katumbi n'est pas lui le dauphin naturel de Kabila, alors c'est une très mauvaise démarche pour la majorité présidentielle, parce qu'ils sont en train visiblement de créer un véritable président de la République de manière incontestée. Écoutez, imaginez, c'est toute la presse qui parle aujourd'hui de Moïse Katumbi. C'est tout le monde. Et donc, vous êtes sur RFI, sur France 24. Demain encore, ce sera du boom, du buzz sur la personne de Moïse Katumbi, sur le net, etc. Et visiblement, on est en train de baliser le schéma. De lui mettre un tapis rouge. De manière aussi aisée que ça. Voyez, et donc, et nous avons vu dernièrement le président aller à la CENI. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se boutique que le peuple congolais n'arrive pas à cerner. Et nous, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, nous estimons qu'il faut, à un certain moment de l'histoire, que le peuple puisse se lever comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi de la République. Mais cela soulève la problématique des sociétés de gardiennage, parce que tous ces gens qui protègent ces hautes personnalités, normalement, que prévoit la loi pour la protection des hautes personnalités? Vous savez, c'est la police qui doit normalement protéger les hautes personnalités. Mais s'ils sont démis de ces fonctions, ces gens-là ont le droit ou la liberté d'employer qui ils veulent pour leur protection, que ce soit des nationaux ou des étrangers, normalement. Les sociétés de gardiennage, on en a plein en RDC. Avoir le droit de recourir à une protection, je dirais oui. Privée, oui. Privée, je dirais tout à fait oui. Mais avoir la liberté
de pouvoir requérir cette protection? Je dirais non, parce que les formalités sont strictement reprises au niveau du ministère de l'Intérieur. Je crois que c'est l'organe compétent, l'institution compétente pour pouvoir qui octroie les licences par rapport à ces sociétés de gardiennage et tout. Mais c'est un droit reconnu à tout Congolais. Même vous, si vous sentez que votre sécurité est mise en danger, vous pouvez requérir, vous pouvez solliciter auprès de l'organe compétent une sécurité privée, que sais-je encore. Et pour le cas de Moïse Katumbi, je ne sais pas les termes de ce contrat signé sur sa sécurité privée, mais je considère que des personnalités comme Moïse Katumbi méritent bien de recourir à une sécurité. Pourquoi? Parce que en même temps, il constitue un danger pour le pouvoir en place. Et donc les décès de Moïse Katumbi, même s'il est naturel aujourd'hui, serait assimilé soit à un assassinat, soit à un meurtre, etc., sous la responsabilité du gouvernement. Voilà pourquoi même le gouvernement a politiquement les devoirs de les sécuriter, de le protéger, pour éviter que mort survienne et que cela soit mis sous son dos. Et voilà, donc de manière résumée, ce que je peux dire sur par la rapport question. à l'Est, nous restons à l'Est. C'est vrai qu'on a arrêté la deuxième personnalité des FDLR, comme l'a si bien dit le ministre de la Communication. Mais la situation à Béni, eh ben, on ne comprend pas très bien. C'est vrai qu'on nous dira que ce sont des terrorismes, c'est une guerre asymétrique, ils viennent, ils tuent et ils répartent. Mais comment ça devient aussi récurrent? Ça va faire plus d'une dizaine d'années que cette situation perdure. Est-ce que notre pays, comme c'est du terrorisme, M. Constant Moutamba, est-ce que nous ne pouvons pas demander l'aide de la communauté internationale, qu'on ait quand même une présence un peu plus accrue de l'aide internationale dans cette partie de l'Est? Ça s'est fait au Mali, ça s'est fait en Centrafrique. C'est vrai que nous avons déjà la MONUSCO, mais on se rend compte que la MONUSCO ne parvient pas à sécuriser cette partie. Est-ce que l'aide internationale, comme il s'agit du terrorisme, on ne peut pas le faire spécifiquement pour Béni, pour d'autres territoires de l'Est? Madame, 20 000 personnes, 20 000 éléments de la MONUSCO ne suffisent-ils pas pour pouvoir sécuriser? Mais ils ont notre mandat, vous savez bien le mandat de la MONUSCO. Vous connaissez le mandat de la MONUSCO, mais nous nous demandons spécialement parce qu'il s'agit. Mais il s'agit du terrorisme, donc le terrorisme, ça a un autre effet. La sécurité de la population civile aussi, vous voyez. Et s'agissant de ce qui se perpètre au niveau de Béni et notamment dans toute la partie est du pays, devrait simplement nous envoyer à remettre en cause la politique du gouvernement sur la sécurité. Maître Constant, je ne sais pas si vous avez compris. Prenons un peu le cas de Boko Haram au Nigeria, Cameroun et tout ça. Il y a des sessions, il y a des conférences pour trouver des moyens, parce que c'est du terrorisme pur et simple. Chez nous aussi, c'est du terrorisme. On n'a pas à dire que nous, c'est un peu comme Boko Haram agit. Mais quand on parle de Boko Haram, eh ben, la communauté internationale s'assoit et trouve des mesures. Pourquoi pour Béni, on a l'impression de banaliser ce qui se passe à Béni? Pourtant, vous voyez les photos sur le net, comment ça circule, comment les gens meurent. Il y a 17 morts il n'y a pas longtemps. Et ça fait déjà plus de 1000 morts à Béni. Alors, c'est du terrorisme, oui ou non? Madame, c'est triste, mais je vais vous surprendre que c'est la responsabilité du gouvernement qui est mise en cause. Il est nullement question de pouvoir justifier l'injustifiable. Les gouvernements ont la responsabilité de sécuriser le peuple congolais sur la base du pacte républicain que celui-ci a signé avec lui. Vous êtes sûr qu'au Nigeria, le gouvernement nigérien... C'est ça du parallélisme. Est-ce que le gouvernement nigérien ne sécurise pas sa population par rapport à Boko Haram? C'est du terrorisme. C'est pas possible. Même aux États-Unis, même en Belgique, c'est impossible de mettre la main sur des terroristes comme ça si on n'a pas de... Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que ces éléments des ADF n'ont-ils pas été repérés? Est-ce que le gouvernement de la République a déjà posé ce problème au niveau des Nations Unies pour que ça soit considéré comme tel par la communauté internationale et que, évidemment... Notre diplomatie ne joue pas son rôle. C'est pour ça que je dis... En vendant, entre guillemets, ce qui se passe à l'Est? Naturellement non. Naturellement non. Nous avions vu le cas du génocide du Rwanda, comment il a été vendu à l'international. Mais nous n'avons pas des lobbies
au niveau international, qui puisse porter vers le haut, qui puisse porter, voyez-vous, au niveau international la voix du Congolais. C'est cela le problème. Donc nous avons une diplomatie qui n'est pas à la hauteur des enjeux politiques mondiaux des leurs. C'est cela le problème. Et qui t'a crié au secours? Oui, mais il faut s'interroger sur les causes endogènes, madame. C'est d'abord la faiblesse de notre diplomatie. Où est-ce que nous avons évidemment vu à travers le monde une guerre qui aurait occasionné plus de 6 millions de morts, plutôt que de se focaliser sur cette problématique où nos compatriotes de l'Est meurent du jour au lendemain, eh ben, on va distraire la population avec des enquêtes. Pourquoi le gouvernement ne devrait-il pas ouvrir une enquête à faire la même célérité par rapport au cas Moïse Katumbi, faire la même célérité par rapport à la situation à l'Est de la République? À la situation à l'Est, encore que mais là la vie est sacrée, voyez-vous. Mais là on va comment dire, on va accuser qui là à l'Est? Non, on va accuser qui? On va accuser qui? Le gouverneur, qui est responsable? Non, madame. La Moïse Katumbi, c'est bien précis, mais là, à l'Est, c'est vague. Le service de renseignement est fait pour ça. C'est un service d'intelligence qui voit ce que le commun mortel ne peut pas voir. C'est aussi facile que ça pour nos services, si jamais ils étaient outillés, de pouvoir dénicher, décrypter les scénarios de massacre qui se perpétuent davantage à l'est du pays. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à résoudre ce problème, cette problématique de la sécurité à l'est du pays? Simplement parce que nous estimons qu'il n'est pas en bonne intelligence, en cohésion avec la population. Parce que vous conviendrez avec moi que tous ces rebelles, tous ces petits rebelles qui continuent à s'aimer désolation, terreur, voyez-vous, dans le chef de la population civile et de mèche par moment est protégé par la même population. Pourquoi? Simplement parce que la population n'a plus confiance en ces institutions. Il vous rappellera qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, si les rwandophones ont eu du mal, le Rwanda, l'Ouganda, etc., à pouvoir s'accaparer de Kinshasa, c'est parce que les Kinois s'étaient levés comme un seul corps aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Et donc, si la population était bien servie, on lui donnait l'eau, on lui donnait l'électricité, on lui donnait le pain, on lui donnait la sécurité sociale, voyez-vous, je pense qu'elle serait capable de pouvoir collaborer avec les services pour traquer tous ces petits messieurs qui ne font que tuer à l'est du pays. Nous revenons à Kinshasa. Comme vous le savez, le président de la République est allé à la CENI pour voir un peu comment ça marche là-bas. Et ben, nous vous proposons donc cet élément dans ce prochain chapitre et nous vous parlons de nous-mêmes un peu. Nous allons célébrer un peu la journée mondiale de la presse. Joseph Kabila à la Commission électorale nationale indépendante alors que personne ne s'y attendait. Le président de la République, quoique débarquant à l'improviste au siège de la CENI, sera néanmoins soulagé de voir que tout le monde est à son poste, à commencer par le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa. Une séance de travail sera par la suite organisée entre le président de la République, les membres du bureau de la CENI et ceux de la plénière. Première visite depuis 2011 dans les installations de cette institution d'appui à la démocratie, le chef de l'État va faire la ronde des différents services commis à l'organisation des élections au pays. Joseph Kabila aura d'ailleurs la primeur de tester les matériels devant servir à la révision du fichier électoral. Preuve, s'il en était besoin, que le nouvel exécutif de la CENI est de plein pied dans la réalisation de la mission lui assignée. C'était une occasion pour la CENI de lui présenter ce qui est fait jusqu'à ce jour, mais aussi des problèmes auxquels la CENI fait face pour évoluer dans ce processus. Le chef de l'État a écouté nos préoccupations et il nous a promis son appui en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour que nous atteignions cette fin. On a profité de son séjour pour tester les équipements des 2 fournisseurs qui sont restés en lice. Ça s'y a permis plus ou moins à ce qu'on délivre les cartes spécimens pour l'opération pilote.
Cette descente d'inspection du président de la République se veut un attachement du Raïs déterminé à mettre tout en œuvre en vue des élections crédibles en RDC. Dans cette salle de réunion du CEPAS, les professionnels des médias ont rehaussé de leur présence cette invitation de l'UNPC et du GED pour débattre de ce thème lié à la liberté de l'information et la responsabilité du journaliste en période de crise. Un thème qui tombe à point nommé pour le président du CESAC. Certains soutiennent que face à des tensions qui peuvent entraîner des violences incontrôlables, le journaliste se doit de mesurer d'une manière plus responsable l'impact que pourrait avoir sur le public ses écrits, ses paroles et ses images. D'autres estiment que la liberté d'expression et d'information est essentielle à tout moment. Au regard de la complexité du rôle du journaliste en temps de crise, jusqu'où ce dernier devrait-il se limiter? Tito Ndombi explique. La pratique des médias est avant tout une profession sociale. Et à ce titre, en tant que profession sociale, le rôle de celui qui l'exerce est au contraire de penser les plaies. Communiquer et informer, nous voulons bien, mais ne l'oublions jamais, dans le strict respect des personnes, des principes, des lois, des règlements, et surtout ne pas perdre de vue que la déontologie de la profession de journaliste, dans son application, fait toujours appel au sens humain. Débuté ce mardi, ce colloque va se clôturer ce jeudi 5 mai 2016. Constant Moutamba, vous avez vu, le président de la République est descendu lui-même à la CENI, à la centrale électorale, pour voir un peu comment ça se passe. Donc on peut se calmer, les élections auront bel et bien lieu, même si les délais constitutionnels ne sont pas respectés, mais les élections en RDC auront bel et bien lieu. Madame, je considère cela comme étant de la mascarade, comme étant de la distraction. Les peuples congolais n'en ont plus besoin. Le peuple a assez souffert, le peuple a assez crié au respect du délai constitutionnel qu'il n'attend qu'une seule chose du président de la République, c'est de se déclarer qu'il ne sera plus candidat. Pourquoi doit-il le faire? Parce que vous êtes juriste. Les textes parlent à sa place. Les textes sont clairs. Pourquoi doit-il faire double emploi? Les textes sont clairs. Madame, pourquoi doit-il le dire? Vous savez, il y a lieu de considérer la volonté d'un individu lorsque les faits, les circonstances qui l'entourent prouvent à suffisance qu'il bénéficie bel et bien d'une bonne ou mauvaise foi. C'est au regard de ce qu'il pose comme acte. Et dans le cas sous examen, dans le cas d'espèce, je considère que le gouvernement de la République, jusqu'ici, a fait preuve de mauvaise foi quant à la tenue des élections dans le délai prêter des intentions. constitutionnel. Le gouvernement s'est expliqué, il n'y a pas d'argent, le cours de matières premières ont pratiquement chuté, tout ça, il y a eu la guerre à l'Est, donc tous les frais, tout l'argent a été un peu mis par rapport à la situation à l'Est de la République. Soyez un peu compréhensif aussi. Madame la vie politique, vous êtes de l'autre côté quand on vous mettra... J'ai beaucoup d'estime pour vous, parce que je vous ai toujours considéré comme patriote et républicain. Et je vous pose des questions, mais donc, vous aussi soyez patriote, comprenez un peu les aléas du gouvernement. Et donc, madame, la réelle politique n'est pas la politique fiction, maître Constant Moutamba. Madame, il est important de savoir que la CENI ne procède pas à présenter son rapport de cette manière-là au chef de l'État. Il est un droit constitutionnel pour lui, en effet, de visiter toutes les institutions de la République, voyez-vous, en tant que garant du bon fonctionnement de ces institutions. Il est de son droit. Et donc, ça n'est pas un événement pour nous que
le chef de l'État soit descendu visiter de manière surprise la CENI. C'est un non-événement pour vous? Un non-événement. Mais est-ce pour autant que la CENI est prête pour organiser l'élection au travers du soutien financier du gouvernement? Non. C'est le président de la République qui préside le Conseil de ministres. Ça veut dire que même l'ordre du jour du Conseil de ministres est au préalable déterminé par la présidence de la République. Voyez-vous, madame, le Premier ministre ne reçoit que délégation express pour pouvoir le présider. C'est pour autant dire que le président de la République, plutôt que de faire ces non-événements, pouvait bien, en effet, vous savez, prendre une décision forte en débloquant un financement colossal, conséquent, pour l'organisation d'élections présidentielles dans le délai même conventionnel. dans le budget dont on parle là, c'est pas l'argent réel, ce sont des prévisions budgétaires. Oui, on n'a pas même ces 8 milliards prévus là. C'est même pas ça réellement, on en a peut-être 3-4 milliards. Madame, lorsque l'on sait qu'au dernier Chan, le gouvernement de la République, de manière ponctuelle, a dépensé plus de 2 millions de dollars, de manière ponctuelle, juste parce que la République avait remporté le Chan. Vous vous rappellerez bien. Lorsque l'on sait que pour les obsèques de Papa Wemba, on a dépensé plus de 300 500 dollars, je crois que vous le savez, est-ce que nous pouvons croire en un gouvernement pareil manquer de l'argent? Lorsque vous interrogez, madame, les fonctionnaires de la CENI sur la hauteur de leurs émoluments, mais vous allez vous en estomaquer, madame. C'est des sommes exorbitantes. C'est exorbitant. Exorbitante, madame. Ah, okay. C'est colossal, c'est extraordinaire pour quelqu'un qui est engagé aujourd'hui à la CENI de pouvoir s'en piffrer plein de poche et commencer à construire des maisons ici à Kinshasa comme s'il était un homme d'affaires, madame. Vous comprenez en réalité que c'est de la mauvaise foi, voyez-vous, de la part du gouvernement que de ne pas vouloir organiser les élections. Donc ce n'est pas en allant à la CENI et que l'on donne espoir au peuple congolais qu'il y aura élection, c'est plutôt en posant des actes forts, des actes républicains, des actes qui vont nécessairement témoigner de la bonne foi du gouvernement à vouloir nécessairement faire organiser, j'insiste, l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, d'autant plus que cette dernière a toujours été considérée en Afrique comme étant l'élection majeure, madame. Par rapport à la liberté de la presse, nous avons suivi Tito Ndombi de la 18e promotion de l'IFASIC, mais qui est aujourd'hui président du CESA, qui nous dit que l'information c'est vrai, mais dans le strict respect de la déontologie et de l'éthique. C'est vrai que nous sommes dans une période un peu tendue. Est-ce pour vous aussi, Constant Moutamba, que le journaliste doit tout dire, tout écrire? Non, vous savez, il faut reconnaître qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de liberté de presse. Non, si vous me dites les contraires, c'est que vous ne vivez pas à Kinshasa, vous ne vivez pas en République démocratique du Congo. Il suffit de voir les nombres des chaînes qui sont aujourd'hui mis sous paillasson pour raison d'opinion politique pour vous en rendre compte. Suivez seulement la RTNC du matin au soir. Mais lorsque vous êtes l'opposition, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle déclaration à la RTNC, madame. Nous autres, quand nous passons, nous tenons certains propos qui n'ériment pas avec certaines positions du pouvoir. Nous ne sommes pas admis dans certaines chaînes, madame. Il y a de nos émissions qui ont plus d'une fois été censurées dans certaines chaînes du pouvoir, madame. Mais ces chaînes n'ont jamais été fermées. Je n'ose pas citer les noms de ces chaînes ici. Mais il suffit qu'aujourd'hui, voyez-vous, Congo Web prenne une certaine allure, prenne une certaine tendance, reçoive quelqu'un qui tient de propos qui ne satisfassent pas le pouvoir pour que le lendemain on lui retire la licence. C'est ce que nous avons vécu avec Télé 7, c'est ce que nous avons vécu avec CKTV et consorts, Canal, il y a plusieurs futurs, il y a plusieurs chaînes, madame, appartenant à certaines personnalités politiques, simplement parce que celles-ci, ils sont de l'opposition. On est obligé de renvoyer autant des milliers de personnes journalistes, voyez-vous, en chômage pour des besoins mesquins, pour des besoins d'ordre politique, alors que ces journalistes derrière eux, c'est des milliers de familles, voyez-vous, qui vivent derrière. Moi, je considère que les gouvernements
n'a pas encore systématiquement penser sa politique en matière de presse. C'est peut-être par rapport à la ligne éditoriale, c'est vrai que vous avez certainement un tout petit peu raison, c'est peut-être aussi par rapport à la ligne éditoriale de l'entreprise, parce que chez nous, en tout cas, Gabriel Chabani nous donne cette liberté, parce que je vous reçois à la semaine, il y a quelques jours, j'ai reçu Patrick Kanga de la majorité, et après Jean-Jacques Mamba de l'opposition. Donc chez nous avons cette liberté d'octroyer, de recevoir beaucoup de monde. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, il faut quand même l'admettre que nous avons une légère liberté d'expression quand même par rapport... Pas du tout, honnêtement, pas du tout, d'accord. Pas du tout. Moi, je suis... Il y a des journaux qui paraissent, qui critiquent le gouvernement. Il y a des émissions qui critiquent le gouvernement, mais ne sont pas tout autant menacées du jour au lendemain. Madame, il faut quand même admettre certaines choses positives. Très souvent, on nous invite dans certains plateaux de télévision, voyez-vous, je peux vous rassurer. Et on vous censure, c'est ça? Je peux vous rassurer qu'il y a mes émissions qui avaient été censurées dans certaines chaînes, madame. C'est par rapport à leur ligne éditoriale, tout simplement. C'est pas par rapport à la liberté de la presse, c'est par rapport à leur liberté, à leur ligne éditoriale. Je suis avocat, vous le savez, et donc je ne peux pas alléguer des faits mensongers du haut de ce fameux plateau et devant des milliers de téléspectateurs qui suivent Congo Web, ne serait-ce que par respect pour eux. Je profite de cette activité de la presse au niveau international pour interpeller le gouvernement de la République d'ouvrir un tout petit peu, de faire preuve de bonne foi. Voyez-vous que la République n'appartient pas à un camp. La République, c'est une révolution qui appartient à tout le monde. On peut avoir de presse acquise pour la cause de l'opposition, tout comme de presse acquise pour la cause de la majorité. Dans des grandes démocraties, cela existe. Pourquoi voulez-vous que l'on ait une seule tendance dans la presse congolaise? Vous ne pouvez pas être libre. Lorsque vous êtes, par exemple, un journaliste proche de l'opposition, qui sont ces journalistes traînés devant les cours des tribunaux, madame? Pour la plupart, ce sont ceux de l'opposition ou proches de l'opposition. J'ai cité ici mon aîné Mike Mukebai, voyez-vous. Et donc, dites-moi, si un seul nom, un seul journal, une seule presse proche de la majorité au pouvoir qui serait déjà censurée, dont on aurait retiré la licence. C'est bien triste. Encore il n'y a pas très longtemps, je suivais par devers des médias la campagne contre Congo Web. On aurait scellé les camps des Congo Web il n'y a pas très longtemps, etc. Pendant 3-4 mois, etc. Il fallait de pression de partout pour que la DGRAD revienne sur son farfelu. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas poser ces genres d'actes contre d'autres presses proches du pouvoir. Et c'est bien dommage, c'est bien regrettable. Et que des individus, des citoyens, de compatriotes congolais créent de l'emploi, permettent aux gens de faire étudier leurs enfants, permettent aux gens de faire soigner leurs enfants, de nourrir des familles qui contribuent énormément à la quiétude sociale en lieu et place du gouvernement, et que celui-ci se mette à s'acharner contre eux en fermant les chaînes. Il faut voir le nombre de journalistes qui se trouvent aujourd'hui en chômage, voyez-vous, par le fait de la fermeture, par le fait du retrait illégal des licences d'exploitation de certaines chaînes dites proches de l'opposition. Ce chapitre, mesdames et messieurs, est consacré au dialogue. Nous ne pouvons pas, en tout cas, laisser passer le dialogue, parce que le dialogue, selon certains, est source de toutes les solutions. Et bien, le PPRD, comme vous le savez, sillonne la ville de Kinshasa pour sensibiliser et bien d'autres parties. Donc, en plus de détails dans ce condensé. Ils sont tous jeunes et déterminés à défendre l'idéologie et la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. Après la commune de Lemba, les jeunes leaders du PPRD étaient ce samedi à Mongafola. Ici, il était question d'enseigner ces jeunes sur les bonnes mœurs et les inviter à participer au développement, la modernisation, mais aussi l'émergence de leur commune. La rencontre a consisté aussi à l'installation d'un comité des présidents et vice-présidents dans chaque quartier de la commune de Mongafola, 22 au total. Papi Mpongo, président des jeunes leaders PPRD, nous parle ici des objectifs poursuivis dans cette démarche. Des jeunes leaders, c'est des jeunes qui ont comme objectif et mission primordiale d'abord de se battre pour la défense de leur patrie. Nous sommes des jeunes, une génération consciente,
nous devons jouer notre rôle par rapport à tous les événements ou aux enjeux qui se présentent en ce moment. Nous refusons la violence dans ce pays. Pour toute question des différentes aînés politiques, majorité, opposition, tout comme société civile, nous leur disons qu'il faut le dialogue. Le représentant du secrétaire général du PPRD, Tundaya Kassende, n'a pas manqué d'applaudir cette initiative tout en précisant sur la nécessité de cette démarche. Les jeunes doivent d'abord s'organiser parce que nous sommes dans l'idéal de Joseph Kabila aujourd'hui, l'idéal de la reconstruction. Nous ne pouvons pas réaliser cet idéal si nous ne sommes pas organisés. Ces jeunes de Mongafula ont au cours de cette cérémonie salué la tenue du dialogue national inclusif. Signalons par ailleurs que les jeunes leaders du PPRD seront dans les tout prochains jours dans la commune de Kalamou, histoire de rendre symboliquement hommage à Papa Wemba, icône de la musique africaine. Tous étaient réunis autour d'une table, le secrétaire général Martin Mokonkole, le secrétaire général adjoint Jean-Claude Mutombo et d'autres cadres de l'Union démocratique africaine, mais également du comité des étudiants de l'UPEN. Il était question de réfléchir sur la possibilité de mettre en place le comité de l'UDA, section estudiantine au sein de l'UPEN, afin de sensibiliser les jeunes sur la vision et l'idéologie du parti. Ils ont également analysé les difficultés auxquelles les étudiants font face et la problématique du dialogue national inclusif. C'était une opportunité pour nous d'échanger avec ces différents étudiants sur leurs conditions de vie et leurs conditions d'études, mais aussi sur les problèmes de l'heure concernant notre pays. Et à ce sujet, nous avons abordé ensemble la problématique du dialogue, mais aussi la question des élections. Nous avons armé chaque étudiant des arguments nécessaires à pouvoir défendre notre idéologie et notre façon de voir les choses et de faire la politique, ce que nous appelons aujourd'hui une politique de rupture pour un Congo meilleur demain. Au sortir de cette séance de travail, ces étudiants n'ont pas caché leurs impressions. Nous, étant que jeunes, nous voulons un Congo meilleur, démocrate et uni. C'est pour ça que nous sommes venus, nous jeunes, avec le conseil du secrétaire général et avec l'adhésion de nos autres amis, faire la force du parti. Nous sommes intéressés, nous étudiants de l'UPEN, pour essayer de venir nous informer puis être formés afin de transformer notre milieu. Signalons par ailleurs que l'Union démocratique africaine originale a déjà commencé son implantation à l'intérieur de la RDC. L'UDA prône le respect de la Constitution et le maintien de la paix à travers le pays. Constant Moutamba, la force de l'image, comme on dit, vous avez vu Papi Pungu avec un béret rouge sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça invoque pour vous, le port d'un béret rouge? Moi j'ai dit vert, c'était rouge, un béret rouge sur la tête. Ben, vous savez, ça me rappelle simplement les événements triste mémoire survenus en Côte d'Ivoire, avec à la tête Charles Blé Goudé, qui se trouve aujourd'hui général du peuple, traîné devant la CPI. Ça me rappelle simplement les événements triste mémoire de 2011, lorsque les jeunes du PPRD recouraient au Kuluna pour pouvoir menacer d'autres candidats, des candidats d'autres partis politiques. On militarise le parti? Je pense sincèrement que le verbe qui convient de conjuguer, apparemment la jeunesse du PPRD se militarise. Est-ce pour se battre contre le peuple congolais qui s'arc-boute à tout prix au respect du délai constitutionnel, ou c'est pour vouloir s'éterniser au pouvoir en faisant peur
à la population au travers de ces gens de Beret. Et donc l'histoire, le futur, l'avenir va nous en dire plus. S'agissant du dialogue, pour lequel vous êtes pour le dialogue, vous personnellement? Vous savez, non, le dialogue c'est une vertu en démocratie, et même dans nos familles. En réalité, pour qu'il y ait une certaine quiétude familiale, accalmie, il est important que les parents, enfants, se retrouvent régulièrement dans la soirée pour pérorer. Mais pour autant que, bien sûr, l'on puisse l'assimiler à la situation politique dans notre pays, je dirais non. Je dirais tout de suite non, parce que visiblement, malheureusement, les partis ne sont pas sincères. Même en famille, lorsque l'époux et l'épouse ne sont pas sincères dans leurs négociations, dans leur pourparlers, très souvent, il en ressort le divorce. Voyez, et c'est le cas de la République lorsque les acteurs politiques ne sont pas sincères entre eux. Rappelez-vous, si à Sainte-City, tous les belligérants, y compris le gouvernement de l'époque, n'étaient pas sincères dans les pourparlers, ce pays aujourd'hui serait balkanisé. Mais c'était par le fait de la bonne volonté de tous, de la sincérité de tout le monde, qu'en réalité, nous avions réussi à maintenir ce pays uni comme il est aujourd'hui. Et pour le cas du président de la République et sa majorité, je dirais que les faits, les circonstances... Le dialogue pour vous est un palliatif, c'est ce qu'ils ont trouvé comme un palliatif pour contourner la Constitution, selon vous? Tel qu'il convoque en réalité, c'est pour pouvoir légitimer l'illégitime. C'est pour... Non, c'est simplement pour le processus électoral, Constant Moutamba, c'est bien dit, c'est bien connu. Vous allez parler du processus électoral qui cloche un tout petit peu, et on se met autour d'une table, on sait que par exemple, les élections présidentielles, c'est pas possible. La tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est pas possible. Il faut être... Madame, en droit c'est pas possible. Pratiquement, c'est pas possible. En droit, l'on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, madame. C'est la turpitude du Mais qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas élection? C'est ça, peut-être ça, on doit se mettre autour d'une table pour parler de ça. C'est de sa responsabilité que de pouvoir organiser les échéances électorales selon les termes de la Constitution, mais madame. Ça, c'est pas fait. On ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain, Constant Moutamba. La réalité, là, c'est pas fait. On doit se mettre autour d'une table pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce qui va se passer? Heureusement pour eux. Heureusement que le constituant originaire avait prévu de palliatifs. Et c'est quoi selon vous? Le président de la République est garant de la Constitution. Il veille au respect strict de celle-ci. Voyez-vous, c'est ce que dit la Constitution de notre République. Et donc, l'article 165 de la Constitution érige en eau trahison le fait pour le président de la République de violer intentionnellement la Constitution. Il n'a pas fait intentionnellement, vous lui prêtez des intentions, c'est le gouvernement qui n'a pas su donner l'argent pour que la CENI travaille. Laissez-moi finir, madame, mon raisonnement logique. Et le fait pour le président de la République de n'avoir pas posé certains actes majeurs, lui étant le garant des institutions, le garant du bon fonctionnement de la République, c'est lui qui préside le Conseil de ministres, madame, puisqu'il n'a pas réussi à faire financer le processus électoral afin que soit organisé dans le délai conscient d'élection présidentielle, on peut l'assimiler, on peut considérer cela comme une infraction de haute trahison et donc poursuivable devant les instances judiciaires compétentes, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. Mais au-delà, il est important de savoir que la Constitution a prévu les mécanismes, voyez-vous, pour pouvoir éventuellement pallier l'insuffisance d'organisation des élections en temps voulu. C'est l'article 75, madame, qui va s'appliquer. L'article 75 qui prévoit la vacance à la présidente de la République pour toute autre Mais pourquoi les députés ou les cadres de la majorité sont allés à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation? Vous dites que c'est clair, mais pour eux, c'est pas clair. Pour eux, il y a un flou juridique. C'est une diversion, madame. Encore une diversion. Encore une diversion. Ils sont allés devant la Cour. Je vais vous dire pourquoi. Les députés de la majorité qui sont bien dans leur droit au regard de l'article 161 de saisir la Cour constitutionnelle à l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, ont simplement usé d'une malice politique. C'est rendant compte, madame, que la question du dialogue est
petit à petit en train d'échouer, il était important de penser à un plan B. Le plan B consiste en fait, en réalité, à pouvoir obtenir de la Cour constitutionnelle la possibilité de la pérennisation du président de la République au pouvoir. C'est cela la vérité. Et aujourd'hui, vous me donnez raison parce que ça circule déjà dans les réseaux sociaux, le projet d'arrêt de la Cour qui fait état en réalité de ce que nous avions fustigé, que le président restera en fonction aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'élection. Qu'il n'y aura pas d'élection. Ça veut simplement dire qu'il pourra faire 10 ans en arguant qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent pour organiser l'élection, il y a des contraintes et puis bon, le peuple sera là en train de patienter sur la base de l'arrêt de la Cour. Mais il est important de savoir que l'arrêt de la Cour, en réalité, a vocation de réguler l'espace politique. Il doit être accepté par ses destinataires. C'est même ça la force d'une règle de droit. C'est cela la force d'un acte de droit, madame. Lorsqu'il n'y a pas d'acceptation par ses bénéficiaires, un acte juridique, madame, est illégitime, voyez-vous, et invalide au besoin. Le cas de l'arrêt qui sera rendu certainement par la Cour constitutionnelle, dont on sait l'issue et l'aboutissement, il est important de rappeler que ça va être un arrêt à problème qui ne sera jamais appliqué parce que le peuple congolais, qui est lui le pouvoir constituant, c'est lui qui a créé la Cour constitutionnelle en mettant en place cette constitution. Et donc la Cour ne peut pas statuer ultra petita contre la volonté du peuple congolais exprimée massivement, madame, à la majorité écrasante au référendum de 2005. Cette Cour ne peut pas créer la compétence qui ne lui appartient pas. Sinon, madame, on se réveillerait un bon matin et on demanderait à la Cour de transformer madame Paulette en Constant Moutamba. Ça veut simplement dire transformer un homme en une femme. Est-elle capable ou compétente de le faire? Je dirais non. Et donc, il est important de rappeler que le 19 décembre, quelle que soit la position de la haute cour que nous avons, bien entendu acquise du reste à cause de la majorité présidentielle, le président de la République sera illégitime. Illégitime, illégal pour présider la République démocratique. Nous allons dans le Congo central, nous allons dans le Congo central, nous allons parler du SOS, des travailleurs de la Silou, la cimenterie de la Lukaya et du jardin botanique de Kisantu, qui est vraiment un fleuron pour notre pays. Il était question pour le responsable de la cimenterie de Lukala de dénoncer l'importation illégale du ciment angolais en République démocratique du Congo. Face à la presse, Ola Ora, directeur général de la Silou, a expliqué la situation difficile que connaît sa société ces derniers temps. Il parle de la concurrence déloyale qui a des conséquences sur sa production. Ce problème s'appelle la concurrence déloyale avec le ciment importé, qui en ce moment provient essentiellement de l'Angola. Par le passé, nous avons eu périodiquement la même expérience avec le ciment importé par Matadi. Cette période de vache maigre que connaît la Silou inquiète le travailleur, voire l'administrateur de la cité de Lukala, territoire de Mbanzangungu. Que le kwanza étant très déprécié par rapport au dollar américain, les Angolais se précipitent pour chercher des francs congolais et acheter les dollars chez nous. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur le marché, chez nous aussi, ça commence à bouger parce que c'est cet effet-là, l'effet boomerang. Alors que chez nous ici, à l'usine, notre ciment avoisine les $8. La concurrence, elle n'est pas loyale, elle est déloyale. Ce qui fait que, or, la Silou, en produisant son ciment, la Silou a des charges. Il ne peut pas aller à un prix en deçà de ses charges, sinon il ferme l'usine. Alors la conséquence c'est quoi maintenant aujourd'hui là, comme je l'ai dit tantôt, c'est un jour malheureux, un jour noir. 92 travailleurs de la Silou vont se retrouver dehors. La cimenterie de Lukala est actuellement la seule à produire les ciments dans le Congo central. Elle emploie 350 agents permanents, sans compter d'autres prestataires. Est-on
Étendu sur 225 hectares, le jardin botanique d'Ekisontou fut créé en 1900 par le frère jésuite Gilet Justin dans les littorales de la rivière Inkissi comme un jardin de seille. Devenu un patrimoine de l'État en 1975, ce domaine forestier compte plus de 2500 espèces de plantes. Nous avons des réserves forestières qui n'existent plus et les jardins zoologiques et botaniques. Et les jardins zoologiques et botaniques sont des aires protégées ex situ. Et les autres aires protégées sont des aires protégées in situ. Nous avons une grande partie composée de la réserve forestière qui sont dans un état naturel. Et vous savez aussi que les plantes, là où il est, s'il y a des développements de ces caractères distinctifs, automatiquement ça devient son milieu naturel. Donc ce n'est pas comme les animaux. Dans cette aire de conservation de la nature se protègent de plantes en dehors de leur milieu naturel appelé ex situ et celles dans cet espace est naturel, les in situ. L'objectif visé, lutter contre la déforestation, a indiqué Erickson Toko, directeur du jardin. Les jeunes gens, au lieu de faire de l'agriculture, ils pensent que Nzela Moukou, c'est fabriquer les macabres. Un déboisement vraiment sauvage. Et nous avons des matériels ici, au niveau du jardin botanique. Et nous sommes en train de multiplier. Il y en a. Nous sommes en train de multiplier. Je pense que dans 3-6 mois, vous trouverez 6 compartiments. Situé à 100 de kilomètres de Kinshasa, la capitale, le jardin botanique d'Ekisontou se trouve dans la ville dont et porte le même nom dans les districts de la Lukaya, province du Congo central. Nous sommes en train d'atterrir. Constant Moutaba, votre réaction à chaud par rapport à la situation à la Silou? Ben, vous savez, avez suivi avec moi votre réaction à chaud? Ça prouve simplement que combien les slogans enclamés par le ministre Kambinga étaient creux. Consommons congolais, c'est consommons congolais, made in Congo, etc. C'était un slogan qui n'avait pas de soubassement, qui n'était pas assis sur une réflexion économique mûrement réfléchie. Malheureusement, mûrement élaborée. Pour autant que, bien sûr, il est triste de voir que la production interne soit sapée, comme c'est le cas à la cimenterie de Lukala. Pourtant que, bien sûr, une économie est stabilisée par la production locale, par la production interne, qui permet en réalité de pouvoir exporter et ramener des capitaux étrangers qui stabilisent même la monnaie locale. Et donc, le fait de détaxer ou accorder certaines exonérations aux produits importés très comme conséquence, naturellement, ça tue l'économie locale et ça met la Silou en difficulté concurrentielle qui fait en réalité concurrence déloyale, qui fait en réalité que Silou ne soit plus à même de supporter toutes les charges de production, les charges du personnel, les consorts, et soit appelé à renvoyer certains agents, etc. en congé. Est-ce que vous êtes déjà allé C'est énorme, madame, parce que simplement Silou a contribué à la création de l'emploi, mais là le gouvernement est en train de le contrer, voyez-vous, à renvoyer les gens en chômage. Et c'est très grave pour une république, un gouvernement qui a tant clamé, voyez, la création d'emplois, etc. C'est énorme, une perte criante pour la République. Est-ce que vous êtes déjà allé au jardin botanique de Kissantou? Oui, en effet, madame. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment un fleuron qu'on doit protéger. Absolument, c'est un beau cadre touristique pour lequel le ministère du Tourisme devrait faire du bruit, pour lequel l'Office national du tourisme devait s'impliquer et travailler pour faire entrer de l'argent. Malheureusement, rien ne fait dans ce sens. Il n'y a pas de politique nationale, madame, touristique en RDC. Autant il y a Jardin botanique d'Ekisontou, autant il y a d'autres sites attrayants ou attractifs du tourisme ou des touristes qui ne sont pas bien exploités. Voyez-vous, alors que, par exemple, au Kenya, en Tanzanie, etc., c'est le tourisme qui fait entrer énormément de l'argent. Donc, au-delà de la fiscalité, une source principale de recettes de la RDC, le gouvernement pouvait
au regard de la diversité culturelle dont regorge la République, fonder, voyez-vous, un focus particulier sur le tourisme, les tourismes, et ça lui ferait entrer énormément d'argent. Malheureusement, on les laisse comme ça. Ça devient un lieu où, voilà, on déboise quand on veut, on sape comme on veut, on laisse ça aux petits-enfants, etc., pour des petites visites, des copinages, etc., alors que ça pouvait énormément faire rentrer de l'argent des sous dans le trésor public. Les trésors publics. C'est bien dommage. Nous allons terminer par cette note triste, comme vous le savez. Ça fait depuis quelques semaines que le grand monument Papa Wemba nous a quittés. Mais moi, je l'ai dit, c'est un monument qui est tombé et nous l'avons relevé. Alors, Papa Wemba reste dans le panthéon, en tout cas des grands musiciens de ce monde. Alors, pour ces obsèques, eh ben, Congo Web Télévision n'a pas manqué, en tout cas, d'être sur place. Eh bien, nous vous le faisons revivre pour clôturer cette info-7 de cette semaine. Depuis son baptême, Jules Chongo compte parmi les fils de l'Église Famille de Dieu. En 66 ans d'existence, il a déployé les talents reçus du Seigneur. Il les a fructifiés et il les a mis au service du royaume des cieux. À maintes reprises, il a prêté sa voix ténor à l'Église pour transmettre la bonne nouvelle de la réconciliation, de la justice et de la paix à l'Afrique et au monde entier. L'Église universelle se souvient de sa contribution remarquable à Rome en 2012 à l'occasion du synode sur la paix et la réconciliation en Afrique. En effet, pendant cette assemblée synodale, il avait donné des conseils pour la paix en Afrique. Il est aussi parmi ceux qui ont le mieux collaboré à la diffusion en Afrique du message de paix et de réconciliation de ce synode. La qualité de son œuvre a fait de lui un citoyen du monde, un ambassadeur de la culture congolaise et africaine. Des témoignages éloquents de personnalités politiques du monde de la culture et des arts, de ses compagnons musiciens et surtout le témoignage poignant de sa famille biologique ont illustré les mérites à tous égards de la vie et de l'œuvre de Papa Wemba, et plus que jamais scellé et soudé l'unité et la solidarité nationale. Oui, Papa Wemba a donné la pleine mesure de ce qu'une vie, une œuvre et les qualités humaines d'une personne peuvent apporter à un pays ou à une nation. Le président de la République a eu raison de l'élever à titre posthume au rang de grand officier dans l'ordre national des héros nationaux. Il convenait cependant que cette force, cette énergie et ces potentialités qui mettent en lumière le don de Dieu et les merveilles de sa grâce dans la vie de Papa Wemba soient sublimées dans une Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce au cours de laquelle tous et chacun nous offririons à Dieu la vie,
et l'œuvre de Papa Wemba, en même temps que nous prendrions tous l'engagement de faire en sorte que la grâce de Dieu et ses dons ne soient pas vains en chacun de nous. Constant Mutamba, quel souvenir gardez-vous de Papa Wemba? Le chapeau bas à Papa Wemba qui fut une icône pour la musique congolaise et internationale. Nous avons, nous, nouvelle génération première du Congo, saisi le procureur d'Abidjan afin que soit ouverte une enquête. Ah oui, oui, j'ai entendu parler de ça, mais certains sur les réseaux sociaux vous ont fustigé, vous ont dit pourquoi vouloir un procès contre la République sœur de Côte d'Ivoire, et pourtant c'est un accident qui est arrivé. C'est arrivé aussi à Myriam Makeba en Italie. Il n'est pas le seul à être tombé sur scène. Sur scène, non, madame, nous avons juste demandé l'ouverture d'une enquête. C'est comme qui dirait, vous venez chez moi, vous en mourrez. Tout de suite, je n'appelle pas vos membres de famille pour venir récupérer votre dépouille. Je dois faire appel aux instances compétentes à cet effet pour pouvoir constater les circonstances de la mort. C'est ce que nous avons voulu formuler comme revendication auprès des instances judiciaires compétentes d'Abidjan. Donc, nous disons que la prescription... Ça aboutit? Est-ce que vous en... Oui, nous avons eu monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au téléphone et qui nous a encouragés. Nous avons longuement échangé avec lui à propos et nous attendons véritablement parce que la prescription en cette matière au regard du droit ivoirien est des 10 ans. Donc, et des 10 ans, donc vous avez encore le temps. Un peu de temps, mais cependant, il est important, madame, de rappeler quand même qu'il est regrettable de constater que le modèle congolais soit basé, fondé sur la musique. Pourquoi vous aurez aimé qu'on fasse aussi de grands obsèques comme ça quand il s'agit des éminentes personnalités scientifiques et politiques? C'est le regret que formulent beaucoup de Congolais aussi. Pourquoi Justin-Marie Bomboko, le père fondateur de notre République, c'est lui qui a signé notre acte d'indépendance, madame, est mort dans les circonstances que l'on connaît et son décès est passé sous silence, madame. Qui sait que c'est Justin-Marie Bomboko qui avait signé l'acte d'indépendance? Si aujourd'hui je suis libre, je peux m'exprimer, c'est grâce à ces messieurs. Mais qui le connaît? Pourquoi ne devrait-on pas aussi lui décerner ces genres de prix décernés à Papa Wemba? Le professeur Philippe Billot est à des tristes mémoires. L'éminent, c'est un savant que nous venons de perdre, madame, qui donnait cours même aux États-Unis. Il vient de décéder. On l'a pleuré derrière le Palais du Peuple, madame. Vous pouvez imaginer, même pas au Palais du Peuple. Lui a-t-on décerné un prix? Non. Le professeur, le feu l'excellence Gérard Kamanda vient de décéder. Est-ce que l'on sait que c'est le seul Congolais qui a été secrétaire général adjoint de l'Union africaine? Est-ce que les Congolais les savent? Le seul, madame. Personne n'a son parcours au niveau des affaires étrangères jusqu'aujourd'hui, madame. Mais il est parti, il est décédé. Lui a-t-on décerné un prix, madame? Est-ce que nous devons continuer tous à être musiciens pour espérer un jour recevoir de prix à la dimension de Papa Wemba? Non, moi je crois que le gouvernement de la République devrait repenser, recadrer un peu le tir. Recadrer les tirs. Il ne faut pas faire des actions d'éclat pour faire plaisir aux individus, pour faire plaisir, pour chercher de la popularité. Non, le peuple congolais a besoin, vous savez, des modèles forts sur base de qui il pourrait éventuellement sortir de ce gouffre. Des références scientifiques. Nous n'avons pas de références, madame. Il n'y a pas de références. Les seules références, ce sont les musiciens. Mais moi, je rêve finalement que mon enfant devienne musicien, devienne joueur. Je me dis, je dois envoyer mon fils en France pour lui inscrire en même temps dans une école de foot. Voilà le rêve des parents congolais aujourd'hui. C'est triste, madame, alors que nous avons des éminentes personnalités. Je suis désolé, même eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils vont mourir demain. Dans l'anonymat le plus total. Nous allons leur réserver le même sort. Mais c'est dommage, madame. Et donc, il est plus que temps de pouvoir refaire le modèle congolais. Nous sommes tout à fait d'accord que Papa Wemba ait été l'ambassadeur de la culture congolaise. Ambassadeur, etc. Que l'on ait rendu, que lui ait rendu hommage de cette façon-là. Mais nous sommes
Que cela se fasse aussi pour d'autres domaines de la vie publique. Hein. Surtout le domaine scientifique. On ne peut pas atteindre l'émergence sans la science. Et donc, nous, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, nous considérons qu'il est plus que temps pour les gouvernements de pouvoir honorer les mémoires de toutes les personnalités qui ont succombé pour des raisons politiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Constant Moutamba d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous, mes followers sur les réseaux sociaux. Et un remerciement tout à fait spécial à Victor Otem. C'est lui qui m'a fait cet ensemble. C'est un jeune, comme vous l'avez dit. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui se recherchent. Tout le monde ne peut pas être musicien, hélas, mais lui, il est créateur, modéliste. Ben, c'est lui qui m'a offert cet ensemble. Consommons congolais. Ben voilà, je consomme congolais et je vends ainsi les jeunes, en tout cas, qui se recherchent dans mon pays. Et nous nous rêverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir les dimanches prochains. Inch'Allah.